Donc on va commencer notre petite session avec Jean-Pierre. Donc merci d'être là et merci de nous avoir invités aussi. Donc ça nous fait très plaisir de venir au Luxembourg. Donc on se présente. Donc dans la vie, on était. Alors Jean-Pierre était chez une boîte qui s'appelle Wimanity, donc c'est une SS2I. Et moi je suis PO et encore le cas, je suis encore à France Télévisions. Donc avant de commencer, on va vous présenter déjà l'équipe. Donc on vous présente l'équipe player de France Télévisions. Donc pardon. C'est ça. Oui, effectivement, c'est assez difficile de trouver des développeurs filles. On n'en voit quasiment jamais, donc c'est un peu compliqué. On va vous raconter une petite histoire. On va raconter l'histoire de l'équipe player de France Télévisions, grosso modo de début 2015 à fin 2017. Donc c'est une présentation qu'on a présentée l'année dernière à une conf à Paris qui s'appelle Agile en scène, donc, et puis à Mixit à Lyon. Enfin, on ne l'a pas mis, mais et on vous la présente avec joie, avec plaisir ici même. Donc on va vous raconter comment on est passé à faire de l'agile à être réellement agile. En gros, on va axer notre présentation suivant trois piliers, trois axes. Donc le côté un peu plus produit, un côté plus organisationnel et un autre pilier qui est la partie technique. Donc en haut à gauche, vous voyez des petits logos, donc produit Orga Tech. Donc chaque slide aura un ou plusieurs axes. Donc ça vous permettra de situer le contexte de la slide. Alors, en quelques mots, vous présentez un peu le produit. En fait, à France Télévisions, on a plusieurs apps et sites web. Donc on a France.tv qui est notre site de replay de direct. On a France Info qui est notre site d'actu. On a Zouzou, Ludo qui sont les applis jeunesse du groupe et qui marchent super bien. On a Culturebox, François Région. Enfin, on a énormément de sites et énormément d'apps. Et un point commun entre tous ces sites et apps, c'est qu'ils ont un player, un lecteur vidéo, qui est du coup développé par notre équipe. Donc en fait, on n'a pas un player, mais on en a trois. Un qui est développé en JavaScript, donc un player web HTML5, un player Android et un player iOS. Donc une petite illustration, là vous avez le site de France.tv, donc de replay. Donc il y a le player qui est ici présent. Et ici, on a une app de France Info, donc c'est ce player-là. Donc c'est ce player-là qui est distribué pour tout le monde. Alors, on va commencer le début de notre histoire. Donc, on est début 2015 et on est une petite équipe. Donc, on a un PO, 4 développeurs web, un développeur iOS et un développeur Android. Pour le moment, petite équipe. Alors, pour donner un peu de contexte de comment on marchait à cette époque-là, en fait, on n'avait pas vraiment de vision produit. On était une sorte de lib et on était un peu… tous les sites étaient nos clients. Donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? Tout le monde nous disait, nous on veut ça, nous on veut avoir une recommandation de fin de vidéo, on veut cette image, on veut ce logo. Donc tout le monde nous faisait des demandes. Et du coup, on empilait tout ça sans logique, sans qu'il y ait de sens. En plus de ça, vu que c'est un player vidéo et qu'on joue de la publicité, notre RJPU nous fait des demandes aussi. Donc là, il y a un aspect stratégie, business et tout qui est hyper important, donc pas mal de pression. On a un groupe France Télévisions, donc du coup, on doit monitorer toute l'audience des vidéos. Donc du coup, il y a les équipes marketing qui nous disent « Ah oui, non, mais il faut absolument savoir qui a regardé quelle vidéo ». Donc on mélange tout ça. Et en plus de ça, pour prioriser, comment on faisait? C'était très simple, c'est que en fait, tout bêtement, on faisait par rapport à une deadline. Donc par exemple, il y a Roland Garros qui arrive en juin, en fait, on va faire ça en priorité par rapport à une autre. Donc en fait, on faisait ça sans aucune logique, on faisait ça un peu en vrac. Et on ne faisait pas ça une seule fois, on le faisait 3 fois. Donc une fois sur le web, une fois sur iOS et une fois sur Android. Et donc en gros, on prend tout ça, qui n'a aucun sens, on impacte et en fait, on ne sait pas trop où ça va. Donc c'est un peu le problème qu'on avait avec cette équipe, c'est qu'on n'avait aucune réelle vision et on ne savait pas où on allait. Donc tout bêtement, en fait, on faisait tout ce que nous demandaient les gens bêtement et ça a posé des problèmes qu'on verra par la suite. Oui, et du coup, sur l'organisation, le mode de travail, donc voilà, on utilisait Jira, on faisait des stand-up, donc voilà, c'est ça être agile. Bon, est-ce que… voilà, bon, en fait, on peut même se poser la question, est-ce que vraiment les pratiques qu'on avait, est-ce que c'était vraiment Scrum? Donc on va passer… rapidement en revue les réunions, les rituels de Scrum et comment on les faisait. Voilà, donc
Les backlog refinement, parfois c'était des réunions où le product owner, le développeur, le ton il montait un peu, voilà, n'était pas très d'accord, c'était pas trop forcément la collaboration. Le planning, ben, on affichait Jira, et voilà, et ça passionnait tout le monde. Le stand-up, ben, puisqu'on utilisait Jira, on regardait Jira sur le board, et ça passionnait tout le monde. La review, pardon, la démo, parce qu'en fait on faisait pas de review, on faisait juste une démo. Donc voilà, bon bah, on était content de montrer ce qu'on avait fait. Régulièrement, ça ne marchait pas, mais c'était pas grave, la démo était cool. Et puis souvent, les parties prenantes n'étaient pas là, ou pas de manière récurrente. Et voilà, ce qui probablement remet une couche sur le reste, que finalement, c'était cool. Le definition of done, il n'existait pas, ou du moins, il n'avait pas été formalisé. Les rétrospectives, voilà, là il y a 5 pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez le 5 pourquoi de Toyota. Voilà. En fait, ça arrête au premier pourquoi. Okay, bon, la prod est cassée, on répare la prod. On n'est pas au fond des choses de comment on améliore le process pour que le problème ne se reproduise pas. Évidemment, on fait tous les rituels en commun. C'est-à-dire qu'on a beau avoir finalement 3 produits, même si c'est le player, ces 3 produits techniquement, c'est d'autres stacks, c'est différent. En l'occurrence, c'est même 3 backlogs Jira séparés, mais on fait les réunions tous ensemble pour que ce soit un moment passionnant pour tout le monde à tout moment. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une vraie volonté forte de faire une release genre tous les mois, mais on n'arrivait jamais à faire moins de tous les 2-3 mois parce que bah, on avait fait les développements, on voulait les sortir. On commençait par faire la test de non-rég à la main parce qu'il y avait très peu de tests automatisés. On trouvait des régressions parce que bah, derrière, il y avait des vieilles technos, des architectures à reprendre. Donc en fait, oui, forcément, on faisait des bêtises. Il y avait aussi que le produit était fourre-tout, qui est une conséquence de ce que nous a expliqué Richard. Et puis bah, après, du coup, comme ça prend du temps de trouver ces régressions et de le corriger, au bout d'un moment, on nous dit, bon, bah, la release, elle va presque sortir, on a ça qui est urgent, on pouvait peut-être le mettre dedans. Voilà, mais donc du coup, ce qui arrive notamment avec les dépendances externes, on parlait de la publicité, là c'est la régie qui est à côté, donc il y a un fonctionnement un peu spécial. Mais du coup, comme en fait on a changé, on rajoute des choses, on change le périmètre, donc en fait on repart à la boucle de départ, on a refait du dev, on fait les tests, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup avec toute la bonne foi du monde, toute la bonne volonté, on n'arrivait pas à faire des releases moins que tous les 2-3 mois. Et du coup, donc vous avez peut-être remarqué, il n'y avait pas de Scrum Master dans cette équipe. Donc effectivement, on va arriver à la mi-2015. Ça va être le moment où je vais rejoindre l'équipe. Voilà, coucou dans l'équipe en tant que Scrum Master. Une des choses que j'ai apporté à cette équipe, c'est de faire qu'en fait, le Jira, il n'évoluait pas en fait. Parce que le process pour évoluer juste le workflow Jira, qui est la base de fonctionnement de l'équipe, il fallait faire la demande à l'admin Jira, lui expliquer ce qu'on voulait, c'est lui qui modifiait. Donc voilà. Là, j'ai fait un extract de mes demandes Jira à l'administrateur Jira pour qu'il mette à jour notre workflow ou un bouton ou un machin, sachant que ça doit être que la moitié des demandes parce qu'en fait, il était dans notre open space. Donc souvent, j'allais le voir directement, etc. Voilà. Donc là, déjà, on voit qu'en fait, Jira, c'est bien, mais ce n'est pas évident pour une équipe de le faire évoluer tout seul. Je ne suis pas sûr que ça soit une affectation normale de rôle de Scrum Master, mais je n'aurais pas fait ça, il n'aurait pas bougé le Jira. On a remis en place aussi progressivement toutes les bonnes pratiques techniques, voilà, code review, pair programming, etc. Et notamment le dernier qui est assez intéressant, la build supérieure à dev, c'est l'idée que écrire du code, ça a moins de valeur que mettre en prod du code déjà écrit. Donc là, on arrive fin 2015 et on a l'arrivée d'un nouveau sponsor donc, qui va commencer à initier quelque chose. Donc, ce qui n'avait jamais été fait dans l'équipe, c'est qu'il apporte en disant vous êtes équipe player, vous avez un sens, et du coup, il a essayé de nous apporter une vision. Donc, on avait écrit une vision qui est ce qu'elle était, mais au moins on en avait une. Et en plus, il arrive et il dit bon, les cocos, on est fin 2015-2016 et on a toujours un player Flash. En priorité, il y a un problème, quoi. Donc Flash va s'arrêter, donc il y a un moment, va falloir investir dans quelque chose qui tend vers l'avenir. Donc il nous amène 2 développeurs supplémentaires. Donc l'équipe commence un peu plus à grossir. Et en fait, on va arriver à l'événement qui va tout déclencher dans notre équipe, qui va déclencher vraiment le changement et qui a vraiment traumatisé toute l'équipe. Donc, en fait, on est parti d'un besoin qui était très simple. On était sur le fait qu'on avait la publicité et on voulait
ne pas pouvoir passer la pub. La pub nous disait non, non, il ne faut pas que l'utilisateur puisse passer la pub parce que sinon on ne peut pas la vendre. Donc le besoin, il est pas trop dur. Donc en gros, il y a... Désolé, hein, j'y peux rien. Hein. Vous n'allez pas aimer voir la suite, hein, je pense. Ne tapez pas sur la R&D. Et en fait, l'idée, c'était que quand l'utilisateur, il y avait la progress bar. Donc, une progress bar, c'est comme sur YouTube, on peut avancer sur quand on avance, on veut ne pas pouvoir avancer, quoi. Donc, le besoin, c'était d'empêcher ça. Donc, c'est très simple. Y compris, et surtout sur iPhone. Sur iPhone, on avait un navigateur avec une UI native iOS. Donc, une petite illustration. Tu cliques. Tu à droite, tu cliques. Je vois pas la souris. Ah, désolé. Vas-y, clique, t'es dessus, t'es dessus. Voilà. Donc là, on va montrer. Tac. Imaginons que c'est une pub. Donc au-dessus, en fait, ouais. En gros, là, je dois passer et je dois revenir au début. Donc c'était ça, le use case, c'était ça. C'était pas très compliqué, quoi. Ça c'est à la fin. C'est la vidéo de démo à la fin qu'on a réussi à le faire marcher. C'était ce qu'on voulait. Mais ça explique bien le... Il faut que tu cliques à côté pour changer le focus. Donc juste pour expliquer ça, en gros, c'était j'ai ce qu'on appelle le render, c'était ce qui fait le rendu vidéo. Quand l'utilisateur fait ça, il dit hey, l'utilisateur il a stické, il s'est déplacé et l'intelligence supérieure, ce qu'on appelle le player API, lui dit c'est très bien, ok, t'as juste, ok, il a fait ça, tu reviens en arrière, tu reviens au moment où tu étais. Donc c'était tout bidon, sauf que en fait c'était complètement cassé. Et en fait, c'était pas possible de le corriger comme ça parce qu'en fait, l'architecture du player n'était pas bonne. Donc du coup, ça a fallu être un gros travail en profondeur et c'est ce qu'on appelait chez nous la map renderer. Et la map renderer, en fait, ça a duré entre 3 et 4 mois, je crois, et où les gens, ils ont passé leur temps à faire le dev, mais en fait, ça marchait pas, à corriger, enfin, trouver des bugs, corriger. Et franchement, c'était l'enfer. Et c'était tellement l'enfer qu'à un moment donné, les gens n'en pouvaient plus. Enfin, les développeurs n'en pouvaient plus en disant mais il y a trop de bugs, donc du coup on n'arrive pas à s'organiser avec Jira parce qu'il y a trop de tickets Jira. Donc il y a eu un début de management visuel en disant on prend un tableau et on fait 4 colonnes avec les bugs et on les passe directement. Et on gagne en réactivité, on gagne en simplicité et on échange entre nous. Donc, et juste quand même pour l'anecdote, on a quand même mis un ticket Jira, l'ID du ticket Jira, quoi. Je ne sais pas tout si ça servait à grand chose. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que si on fait le rapprochement avec le manifeste agile, donc voilà, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci, et le dialogue en face à face. Voilà, bon, on s'est mis tous autour d'un tableau et on y va tac à tac. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Voilà, parce qu'en fait, effectivement, cet événement, c'est ce que j'écris en petit, un élément fondateur de la culture ingéniérique de l'équipe. Effectivement, ça a déclenché tout le reste. Donc, une fois que tout ça était plus ou moins derrière nous, on a fait un gros post-mortem. Voilà, il y avait une salle à côté qui était vide, qui n'était pas encore meublée. On l'a pris. On a rempli tous les murs avec tous les événements. C'était une histoire sans fin. À chaque fois, on pensait en avoir fini. Et chaque fois, il y avait encore autre chose. Même à la fin, quand on a fini de le mettre en prod, on se rendait compte qu'en fait, ce qu'on avait mis en prod, ce n'était pas ce qu'on pensait avoir mis. Il y avait un truc dans les versions, etc. Jusqu'au bout, il y en avait. Donc, on a beaucoup appris, détaillé. Ça a fait un plan d'action avec beaucoup de choses, effectivement, qui constitue tout ce qui aura été construit par la suite. Donc, un élément, c'est sur la stratégie de non-régression. Donc déjà, puisqu'on est dans une stratégie de test manuel, puisque le test automatique n'existait pas encore, donc du coup on s'est dit ok, on va faire de l'analyse de risque. On ne va pas valider systématiquement tout le produit. Voilà, donc on a un petit template qu'on utilisait, voilà, donc changelog, à quoi on a touché. Donc analyse de risque. Vu qu'on a touché à ça, on risque d'avoir cassé ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait comme plan de non-règle pour gérer ce risque? On risque d'avoir cassé ça, validons ça. Éventuellement pour nos partenaires, donc FTP pour la publicité, Médiamétrie pour le tracking, qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent? C'est un partenaire externe, donc c'est plutôt une recommandation qu'on leur donne, c'est eux qui décident. Et stratégie de mise en production, est-ce qu'on y va d'un seul coup, est-ce qu'on y va petit à petit, et ainsi de suite. Ce qui permet de porter... Donc du coup, on faisait du Jira. On faisait du Jira parce qu'en fait, du coup, ça faisait un double effet, c'est que c'était un ticket dans le backlog exploitation, parce que la mise en prod était encore faite par l'exploitation. Donc du coup, en plus, ça avait cet effet bénéfique que le ticket existait forcément pour l'exploitation, vu qu'on faisait notre petite analyse de risque.
Et puis oui, on a quand même commencé à lancer les chantiers, il faut qu'on automatise les tests sur les browsers. Un autre élément qu'on a fait, c'est que tout notre process de mise en prod, on l'a mis à plat et on l'a formalisé de manière un peu sympa, sous la forme d'un jeu de loi. Donc, un process qui est très proche de la réalité. C'est-à-dire que, voilà, on a mis en prod et juste après, on vérifie que la pré-prod, elle marche bien et que c'est ce qu'on a mis dessus. Voilà, c'est parce que c'est un fait, régulièrement, le script qui met en pré-prod, il ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc, ne perdons pas une demi-journée à valider, à voir que ça ne marche pas, c'est juste qu'on n'a pas mis ce qu'on pensait avoir mis dessus. Et on l'a respecté très rigoureusement. Et là, justement, on l'a fait vivre en fait. C'était un board qu'on utilisait. Juste à côté, on imagine, il y avait le board de l'équipe avec les post-it. Et là, à côté de ça, on a ça. Et dessus, on faisait bouger les différentes releases. On les a avancées. Donc en plus, on voyait comment elles avançaient entre elles, etc. C'était une partie intégrante du stand-up. OK, on en est où sur les releases, etc. Ce qui joue évidemment dans la rigueur qu'on arrivait à avoir. Et donc du coup, voilà, et à un moment, on a même complètement arrêté Jira en fait, qui était presque une délivrance. Là, on peut voir à quoi ressemblait le board à ce moment-là. Tout en haut, on avait les objectifs. Donc sur le gros post-it, c'était l'objectif de sprint, de l'itération. Et chaque jour, on se donnait un objectif quotidien. Voilà, bon, demain, on se revoit. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit fait, qu'il soit avancé. En dessous, on a donc le premier niveau pour les urgences, les hotfix, etc. L'intérêt de faire ça sur un tableau Velleda, c'est qu'on peut écrire directement. En l'occurrence, le ticket il est bloqué, on attend de quelqu'un, attente lundi. Voilà, on doit le retour lundi, donc n'en parlons pas avant lundi. En dessous, du coup, avant d'arriver sur les nouveaux développements, on a des petites lignes, on mettait les mises en production. C'est qu'effectivement, tous les sujets qui étaient terminés, ils étaient en attente de sortir, donc ça faisait partie du backlog de sprint, des sujets à sortir, avec une date prévisionnelle. Et on voit, on les met au-dessus, c'est-à-dire que c'est plus prioritaire que les nouveaux développements. Et après, on a les développements, donc on a une première colonne sur les critères d'acceptation. Voilà ce qui doit être fait pour que ça marche. On utilisait des petites fiches pour le definition of done. Voilà, et on cochait, est-ce qu'on a bien fait ça, est-ce qu'on a bien fait ça. Et puis des petits bonhommes aimantés pour les avatars, dire moi je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Ce n'est qu'un exemple, le management visuel c'est une infinité de possibilités, mais ça marchait déjà, t'es bien contente comment ça se passait. Et finalement, ce qu'on s'est un peu rendu compte, c'est que on a arrêté Jira, on s'est organisé comme ça semblait bien, et en fait, on nous a laissé gérer. C'est-à-dire que souvent, la chose qui nous empêche d'avancer, c'est on se la met nous-mêmes. En fait, si on y va, ça avance. Ouais, c'était, je crois que c'était un pardon. Et du coup, en fait, on continue de grossir et on rajoute encore 2 développeurs. Donc du coup, on passe à 8 développeurs JavaScript. Et pour la première fois, on augmente aussi les équipes iOS, Android, on les renforce. Donc 2 iOS, 2 Android. Et en plus, on prend un test lead. En fait, on avait beaucoup de chantiers. On devait avoir un player HTML5, sortir un player pour des contenus payants, donc avec de la DRM, enfin des contenus sécurisés. Donc tout plein de chantiers. Et là, on commence vraiment à grossir et à l'échelle, alors qu'on était 6 au début. Là, donc, on a vraiment des grosses problématiques qui se posent. Et en fait, du coup, c'est quand même une problématique du passage à l'échelle. C'est ça, petit passage à l'échelle, on n'est que 15, mais on commençait déjà à voir que ça passait plus en une seule équipe. Et le parti qu'on a pris, en fait, c'est de se dire, une équipe ne doit avoir qu'une seule mission. Et si on n'arrive pas à aligner toute la vision sur une seule mission, tant pis, faisons des équipes toutes petites, mais au moins ces équipes-là, elles n'ont qu'une seule mission. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir 4 développeurs JS uniquement focus sur le passage HTML5 et sortir de Flash, 2 sur l'embed. Sur l'embed, c'est le fait qu'on peut mettre le player sur n'importe quel site, donc il y a toute une problématique et un peu de back-end derrière. Et 2 spécifiquement sur les problématiques de publicité et d'audience. Et à côté de ça, les mobiles natifs marchent bien ensemble. Et Focus, c'est une des valeurs de Scrum, moi c'est ma valeur préférée. Voilà, une équipe, pour bien avancer, c'est bien qu'elle ait le nez dans le guidon en fait, c'est ce qu'on lui demande. Elle doit être à fond sur ce qu'elle fait, et donc finalement si on lui donne 15 priorités, c'est compliqué pour elle. Et donc progressivement, quand ça s'est mis en place, on a tout séparé. On a bien séparé les backlogs, on a séparé les stand-up, on a séparé les revues d'itération, et puis on a séparé les rétros, étape par étape. Et les équipes, elles n'étaient pas forcément complètement à fond parce qu'il y a un côté, on est bien ensemble en fait. C'est normal, on développe une affinité avec ses collègues. Et voilà, donc c'est ouais, non, mais pourquoi faire? Ça va créer des problèmes. Et en fait, c'était pas que de l'enfantillage de on veut rester ensemble. Ils avaient raison, ça va vraiment créer des problèmes. C'est ce que j'appelle l'alignement technique. C'est que, OK, maintenant qu'on les a séparés, ils ont une vision claire. C'est super. Malgré tout, ils travaillent quand même tous sur le même produit, sur les mêmes briques logicielles, sur la même chaîne d'interaction continue. Donc il y a quand même un besoin
En fait, c'est comment construire l'organisation matricielle, quoi. On a le produit dans un sens et la tech dans l'autre. Donc il y a besoin d'animer ce côté transverse technique. Et donc du coup, nous, sur quoi on est arrivé, qu'on a expérimenté, on appelait ça le forum hors du guidon, parce qu'on sortait le nez du guidon. Pendant une journée par itération de 2 semaines, il y avait le mercredi de milieu d'itération qui était pris, on s'arrêtait tous, et c'était en mode forum. Il y avait plein de sujets, donc les sujets à venir qu'il fallait qu'on creuse, les refinements, les sujets où il fallait qu'on se synchronise d'architecture, ok on va faire cette API-là, mais des deux côtés de front, est-ce que c'est cohérent, etc. Voilà, pour avoir ce côté justement transverse qui ne matche pas les équipes qu'on a par défaut. Et aussi, c'est aussi un bon moment. Et ça correspondait bien aussi au caractère d'un certain nombre de développeurs qui n'étaient pas trop dans l'interruption. Genre, tu as mis réunion Outlook à 15h, il n'est pas là à 15h. Alors que finalement, il a sa journée dédiée, donc il n'a pas le nez dans le code, et donc il est très libre, il est dispo, il a l'esprit pour, et du coup, ça marche bien. Donc là, on se situe début 2017. Et du coup, moi, j'entre en tant que PO depuis quelques mois, donc je n'étais pas encore arrivé dans l'équipe. Et ma plus grosse difficulté, ça a été de dire non à tout le monde. Et ça, c'est le travail le plus difficile. C'est les gens me demandent, on voudrait faire ça. On leur dit non. Et en fait, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris pourquoi je disais non. Et alors qu'ils sont habitués à ce qu'on fasse toujours tout. Et je leur explique que non, parce qu'on a changé pas mal de choses, on a refactoré. Et l'idée, le mojo, c'était on ne le fait plus pour vous, mais on vous aide à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas vous faire votre image super jolie, tout ça. Mais par contre, on vous donne les moyens techniques de le faire vous-même. Et c'est une nouvelle conception, une nouvelle philosophie qu'on a essayé de faire rentrer petit à petit. Et ça, j'ai pu le faire parce qu'en gros, j'avais la chance que j'étais complètement autonome. Et mon manager me laissait vraiment tranquille en disant fais ce que tu as à faire, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand j'ai gagné en autonomie et quand finalement c'est même l'équipe qui a gagné en autonomie, qu'on était maître de notre roadmap, tout a été beaucoup plus facile. Et on en a profité aussi pour recruter un autre PO. Donc c'est la première fois qu'on scale aussi les équipes de PO, donc on devient 2 parce qu'il y avait trop de sujets. Et aussi c'était un chantier, enfin un challenge aussi pour nous de se organiser pour faire en sorte que ça marche bien. Et un matin, juste après les vacances de Noël, je me suis réveillé avec une idée en tête, une illumination. Et je me suis dit, mais je sais c'est quoi le problème de l'équipe et je sais ce qu'il faut faire. En fait, juste avant, je travaillais dans l'équipe du replay de France Télévisions, du site. Et je sais que j'étais en contact avec les utilisateurs. Donc les utilisateurs nous envoyaient des mails pour nous dire la vidéo ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi, je suis sur tel navigateur, qu'est-ce qui se passe? Et quand on allait voir l'équipe du coup player, en fait, moi du coup, on ne savait pas répondre. On était incapable de savoir pourquoi ça ne marchait pas, qu'est-ce qui se passait, concrètement, qu'est-ce que l'utilisateur a fait pour que ça ne marche pas, quoi. Et du coup, en fait, l'objectif était clair. En fait. Il faut qu'on soit capable de répondre à tous les utilisateurs. Donc ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir des messages d'erreur très clairs, qu'on est capable de traquer exactement ce qui se passe, de monitorer de manière très efficace les lectures vidéo. Et qu'on s'améliore techniquement pour qu'on ait le plus fiable possible. Donc c'est toutes ces idées-là qui entraient dans ça. Et j'en ai profité pour l'afficher en grand partout, pour que tout le monde soit visible. Et ça a eu plutôt un bel effet auprès de l'équipe et auprès de tous les gens qui passaient. Donc là, on a un squad check. En gros, il y a plusieurs catégories. Et les équipes vont dire vert, c'est positif, avec rouge, c'est vraiment négatif, ça ne va pas bien. Et jaune, c'est sans plus. Après, avec des tendances, est-ce que ça monte ou ça descend? Donc on a différentes catégories et il y en a une qui est intéressante, c'est la mission et produit. Donc en 2016, l'équipe ne savait pas trop où elle allait. Et en 2017, finalement, l'équipe a commencé à savoir où on allait, dans quel sens, qu'est-ce qu'on faisait et quelle est notre mission. Et en fait, ça a participé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, en 2016, on était déjà conscient qu'il y avait une forme de flou. Et l'action naturelle qui était prise pour répondre, c'est oui, il faut qu'on ait plus de visibilité backlog. Il faut que le PO il sache nous dire ce qu'il y a dans 2, 3, 5 sprints. Donc, ce qui est énormément de boulot pour le PO et qui en fait ne change rien. On restait, l'équipe est gentille, elle a dit ouais, ça monte, la vision est meilleure. Bon, on est toujours jaune, quoi. Et en fait, qu'on a juste affiché cette bannière géante en préparant pas 5 sprints à l'avance, c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, la vision, c'est ça, c'est où nous mène l'escalier. On s'en fiche des marches. C'est qu'est-ce qu'il y a en haut de l'escalier. Et justement, donc après, c'est un élément important, la vision, justement, pour construire l'auto-organisation dans l'équipe, qui est au cœur du manifeste agile aussi.
les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées, mais aussi réaliser les projets avec des équipes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Ça, on a essayé de le concrétiser en faisant voilà, une déclaration d'autonomie. Voilà, on a dit, ok, bon, en fait, c'était peut-être pas évident, donc en fait, on attend de vous que vous vous auto-organisiez. Donc disons-le clairement. Voilà, donc il y a une section de un peu ce qu'on vous donne et ce qu'on attend de vous, quoi. Donc, juste, on va prendre juste quelques extraits, mais en tant que membre d'une équipe qui se veut auto-organiser, je reconnais que, par exemple, personne ne sait mieux que mon équipe quel est le meilleur choix et quelle décision prendre. Voilà, donc, évidemment, quelque chose au global, les autres équipes par rapport aux players, mais aussi en interne, avec ces différentes équipes produits, bah oui, nous, fonctionnellement, la pub, c'est comme ça qu'elle doit marcher. Mais à l'inverse, on exige des choses. Pour réussir à construire et maintenir cette équipe auto-organisée, je m'engage à ne pas être un simple exécutant. Là, on en revient sur... oui, il faut aussi que les personnes s'affirment, etc. Et ça, on l'a fait signer, évidemment, on fait signer par toute l'équipe, par les nouveaux arrivants, mais aussi par nos sponsors, qui avaient au moins un sens symbolique. Les rituels, là notamment une rétrospective totalement normale et habituelle, voilà, ça a été organisé par l'équipe. Moi, je l'avais accompagné, mais l'idée de ça n'est pas venue de moi, etc. Donc, l'équipe s'empare de ça et fait des trucs bien sympas. On peut parler de l'excellence technique. Voilà. Donc, en gros, c'est écrit dans le manifeste agile que si on est mauvais techniquement, ça va être compliqué l'agilité. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité. On a eu aussi toute une phase où on a industrialisé les choses, on a modernisé les stacks. Voilà, on est passé à Webpack, ce qui faisait que du coup, on pouvait utiliser la dernière version de JavaScript. On a commencé à automatiser, lancer différents browsers, intégration continue, etc. Donc ça c'était assez important. Et ce qu'on visait, effectivement, on peut parler sur les mises en production, le terme n'est pas utilisé tel quel dans le manifeste agile, mais on n'en est pas loin. Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois, une préférence pour les plus courts, parce qu'on dit livrer souvent. Et notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Donc il y a toute la dimension produit, livrer des choses qui rapportent, il y a aussi la dimension rapidement et régulièrement. Et ça, on l'a notamment modélisé, donc là on voit sur les bords, donc là en gauche c'est un autre moment, mais on revoit celui qu'on a, donc on a les mises en prod en haut qui sont là, et en fait tout à droite on avait une sorte de mini-board de synchronisation multi-équipe avec la liste des mises en prod, ça faisait un train en fait, on les sortait forcément dans un certain ordre, avec les dates prévisionnelles. Les dates étant pas pour... Enfin si, ça nous servait déjà à se booster parce qu'il fallait que les choses sortent et pas que ça s'empile. Mais il y a aussi une dimension de « Ah, il y a un décalage, du coup ça change le plan, du coup est-ce qu'on peut en faire passer une autre devant? Est-ce que ça décale tout ?» Et ça faisait vraiment partie du rituel de stand-up, comment on ajuste. Et au dos des post-it, en fait, on mettait un bâton à chaque itération où c'était pas encore sorti en prod. Donc là, on voit qu'en fait, sur des itérations de 2 semaines, là, le sujet, le ticket rose, bah, ça fait 2 mois en fait qu'il a traîné entre un moment où le dev est fini, ou en tout cas il est passé à une review, et le moment où effectivement on l'a sorti en production. Ce qui nous permettait du coup de faire des petits diagrammes pour voir où est-ce qu'on en était et aussi de nous driver vers le fait qu'il fallait se les sortir. Donc là on se situe début 2017 et mi-2017 pardon, et en fait on apprend clairement de nos erreurs passées. Donc on avait un player iOS qui était libre aussi toute pourrie. Donc du coup, plutôt qu'essayer de travailler dessus et d'essayer de repasser sur une nouvelle map renderer pendant 3 mois, là on se dit stop, on arrête les conneries et on va la recommencer dès maintenant, on va la refaire à neuf et au moins elle sera vraiment nickel pour ce qu'on ambitionne. On peut peut-être dire ce que c'est, DRM? Oui, DRM c'est en fait, c'est juste une sécurité, un système de sécurité qui est disponible sur un navigateur ou enfin sur les contenus numériques. Donc quand on achète un film sur internet, il y a de la DRM pour pas qu'on puisse le mettre ailleurs sur notre ordinateur, tout ça, qu'on puisse le distribuer et autres. C'est ça la DRM. Et du coup, nos missions sont vraiment très claires. On sait exactement où on va. Donc le web, c'est faut qu'on arrête avec le Flash et qu'on sorte un player HTML5. Je vous rassure, depuis, on est passé en player HTML5. Et sur mobile, il faut qu'on réarchitecture nos players et qu'on les refasse correctement pour gérer des use cases qui vont arriver et qui sont très complexes, donc notamment la DRM. Et donc ensuite, on va toujours continuer dans le gain en maturité. Le genre de choses qu'on a fait, à un moment, on a voulu essayer de driver en fait l'amélioration continue. Pas juste, on se voit à chaque rétro,
et on construit en pointillé notre histoire. Et si on se disait, où est-ce qu'on va être dans 3 mois, dans 6 mois? Et finalement, on vérifie juste si on connecte bien les points qui nous y emmènent. Et là, donc, c'était une tentative qu'avait fait l'équipe mobile, c'était de se dire, on va effacer le côté iOS versus Android. On va juste dire, on a un ensemble de tickets mobiles et les devs vont monter en compétences, iOS sur Android, Android sur iOS. Voilà. L'initiative est quand même assez intéressante à essayer. Côté web, on est passé à Kanban. Donc ça, c'était le tout première initiation de ce board-là. Donc il a 2 niveaux en fait en forme de sablier. C'est qu'en fait, il y a le niveau user story. En fait, chaque user story va se transformer en tâches techniques qui vont faire le sablier, en fait, les tâches qui descendent. Et après, quand on a fini toutes les tâches techniques, c'est le user story qui continue. Voilà. C'était le seul moment où il était vraiment nickel, puisqu'il était propre et il n'y avait rien dessus. Voilà. Après, il a vécu. Il a encore vécu beaucoup plus par la suite. Bon, voilà. On voit que finalement, on a pris aussi la partie droite du tableau pour... en fait, on voulait la suite du flow, en fait. On voulait aussi l'avant. On s'en rendait compte que dans le to-do, il y avait la notion du idée et puis de pré-apprendre. Il y a des choses qui ont disparu parce que finalement, on ne les utilisait pas. Il y en a qui sont restés. Voilà, il y a eu des dessins, des délires, etc. Donc, l'équipe se l'est vraiment appropriée. Et donc, c'est cool, surtout que l'un des enjeux d'être passé à Kanban, c'était que moi, je commençais à prendre du recul par rapport à l'équipe, parce qu'en fait, l'équipe a grossi. Il y a toujours qu'un seul Scrum Master. Donc, du coup, il y avait aussi le doute de comment l'équipe va-t-elle réussir à rester bien fluide. En fait, en passant en Kanban, on a comme une notion de mécanique. On n'a pas forcément besoin d'un facilitateur pour que ça tourne bien. Donc, l'équipe a vraiment très, très bien pris le truc. Et d'elle-même, chaque jour, elle mettait les points sur les tickets pour ensuite calculer leur temps de cycle sur chaque étape. Et ça a contribué du coup à accélérer nos mises en prod. Donc au tout début, on faisait une mise en prod tous les 2-3 mois. Et là, au-dessus, vous avez le schéma du nombre de MEP qu'on faisait par itération. Donc une itération chez nous, c'était tous les 2 semaines. Donc on voit que petit à petit, ça a augmenté. Donc on en faisait plus souvent. Et en bas, vous avez, quand on avait fini une story, combien d'itérations on mettait avant de la mettre en prod. Donc à un moment, ça allait jusqu'à 2 itérations. Petit à petit, ça a régressé. Et au final, maintenant, on arrive à un stade où dès qu'on embarque une story, quand elle est finie, c'est quand elle est en prod. Donc on a tellement gagné en agilité que maintenant, on est capable d'embarquer plusieurs choses et être hyper agile dans ce qu'on veut sortir. Donc demain, on a un sujet urgent, un bug, on le prend, il est sorti en prod le lendemain. Ou il y a une nouvelle opportunité parce que business ou autre, on l'embarque et on le sort parce que ça apporte très vite de la valeur. Et ça, quand on est PO, et même pour l'équipe, et même pour l'entreprise, d'être aussi agile et être aussi rapide, ça change vraiment tout. Donc on a gagné la confiance de tout le monde et il n'y a plus trop de stress, alors que c'est un composant très central. Les gens sont oui, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe player, elle est super agile, elle peut faire comme elle veut, il n'y a pas de problème, quoi. On peut parler de la culture d'ingénieur. Voilà, donc ça, c'est un montage. Donc en l'occurrence, c'était un des membres de l'équipe, c'était Thomas Cholet. Voilà, un petit montage du coup, avec un deuxième montage dans sa main. Voilà, bon. C'est évidemment la bonne blague, voilà, ça passe sur Slack, c'est une blague. Sauf que, voilà, c'est une blague sur le fait qu'effectivement, on a du code coverage avec les tests et qui ne doit jamais baisser. Sinon, ta merge, elle passe pas. La coverage police. Et sauf que, qu'est-ce qu'ils en font de cette blague? Ils l'impriment et ils l'affichent en gros sur leur board. C'est-à-dire que on est vraiment au niveau de la culture, quoi. C'est-à-dire qu'on en blague, mais il y a du vrai derrière, en fait. Oui, c'est la réalité. Et en fait, finalement, on se moque de lui, mais en fait, surtout, on lui dit merci, en fait. On lui dit merci de faire la coverage police, qui dit non, 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 le truc, il doit être nickel, etc. Machin. Donc ça, c'est quand même assez parlant. Et alors du coup, finalement, puisque je rappelle le sujet de la session, c'était passer de faire de l'agile à être agile. Donc, est-ce qu'on est agile? Réflexion un peu à moitié philosophique. On peut parler, alors il y a un consensus, on va se dire, bon, globalement, c'est une histoire de mindset. Voilà. Bon, après, ça ne va pas beaucoup plus loin. On peut parler du modèle Chouari, qui nous vient des arts martiaux et que souvent on aime bien retransposer, notamment sur le niveau de maturité en Scrum. Avec l'idée chou, voilà, c'est vraiment on apprend le framework, on suit les règles. Après le A, ok, on comprend la raison d'être des règles. Donc finalement, on peut aussi trouver des exceptions. Parce que là, on comprend la raison d'être du rituel, on comprend qu'elle ne s'applique pas à nous ou qu'elle s'appliquerait mieux autrement. Et puis finalement, RI, c'est un peu, on transcende les règles, on définit nos propres règles. Et voilà, si on prend juste ce framework tout bête, où est-ce qu'on en est?
Et on peut le regarder pas sous le point de vue du manifeste agile, par exemple. On peut le regarder sous le... j'ai plus... Ah oui, pardon. Voilà. Est-ce qu'on suivait de ce point de vue-là? Oui, on suivait les règles, quoi. On a fait du Scrum, etc. Et à un moment, ouais, on a compris que c'était limite, etc. Et puis en fait, finalement, tout ce qu'on vous a présenté, c'est pas Scrum, en fait. C'est notre framework qu'on a fait nous-mêmes dans notre coin, qui marchait bien à ce moment-là. Et finalement, nous, notre définition qu'on dirait d'être agile, qui n'engage que nous, c'est quoi là? On a ces trois dimensions. Il y a la dimension technique, il faut une excellence technique. Il y a la dimension produit, il faut une vision produit forte. Il y a la dimension orga, une organisation efficace. Efficace dans le sens, on ne fait pas les trucs qui ne nous apportent pas, etc. Voilà, c'est quand on a ces trois-là que là, oui, là, on est agile, quoi. Donc, si on avait des leçons à retirer, on va dire un truc tout bateau, mais pour moi, c'est ça. Enfin, en tout cas, d'un point de vue produit, c'est celui-là, c'est avoir une direction claire. À partir du moment où l'équipe, elle sait où elle doit aller et qu'elle a juste à dérouler, en fait, tout en découle et tout est hyper simple. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Ah, pardon. Hop là. Côté organisation, deux éléments. Un premier élément, c'est l'intérêt de se faire accompagner, parce qu'effectivement, c'est une personne qui parfois prend le rôle de la Scrum Police, quoi. Juste dire, attendez les gars, vous avez bien rempli votre board, est-ce que vous avez bien respecté le process? Mais attention, quand je dis le process, c'est pas le process du machin qui vient d'ailleurs. Non, c'est le process que vous avez défini vous-même pour vous-même. Voilà, donc c'est aussi protéger les gens d'eux-mêmes. Mais voilà, il y a une notion effectivement d'accompagnement, d'apporter une expertise, et si on essayait ça, etc., de faire de la veille sur l'agilité en général. Et puis la dimension management visuel, on vous en a montré plusieurs boards, mais effectivement, beaucoup plus fluide, beaucoup plus d'informations en peu de temps pour se synchroniser. Évidemment, vous avez compris, on est dans le cas où on est colocalisé. Et puis côté technique, ce qu'on peut appeler l'excellence ingéniérique. Premier élément, voilà, c'est l'ancien motto de Facebook, Move fast and break things. Quelque chose qu'on essaye de pousser dans l'équipe et qu'on essaye de pousser dans l'entreprise. Voilà, oui, Flash c'est mort, il faut vraiment qu'on pousse en prod et c'est pas grave s'il y a des trucs pas très carrés dedans. Donc c'est assez compliqué de réussir à en arriver là. Je vous avais parlé du coup du poster, voilà, de ne pas pousser sans améliorer la couverture. Et ce petit dessin, voilà, sur le fait de dire mettre en prod quelque chose qu'on a fini, ça a plus de valeur que quelque chose qu'on n'a pas encore commencé, parce qu'on va le mettre entre mains d'utilisateurs, on va commencer à gagner de la valeur. Et finalement, on ne s'est jamais posé cette question-là, mais avec le recul, c'est le mindset DevOps en fait. C'est le fait que non, tout ce qui n'est pas sorti en prod, ça n'a pas de valeur. Et du coup, on vous donne un petit bonus pour expliquer ce qui s'est passé 6 mois après, donc fin 2017, voir un peu où on était l'équipe. Jean-Pierre, ici présent, est parti vers une autre équipe de France Télévisions, et après a même quitté l'entreprise. Donc on a dû faire sans Scrum Master, mais en fait on est resté dans un état où on était auto-organisé. Donc en fait on n'avait plus besoin de Scrum Master parce qu'on savait s'organiser nous-mêmes. Le board, on l'a changé. Vous avez vu le board avec plein de dessins, tout ça. On est devenu un peu plus carré. Donc on a simplifié parce qu'on l'a adapté à nos usages. On n'avait plus besoin d'avoir des sabliers. On était juste un post-it avec les stories et ça nous suffisait. On s'approprie toujours les rétros. On essaie de faire des trucs un peu sympas, un peu ludiques qui entraînent l'équipe et que l'équipe en ressort quelque chose. Donc celle-là, c'était moi qui l'avais organisé. On a réussi à définir avec nos sponsors une vision commune. Donc c'était d'être un produit user-centrique avec l'idée derrière que nos clients, ce n'est pas les France.tv, France Info, France Les Sports. Nos clients, c'est les utilisateurs, c'est ceux qui regardent la vidéo et c'est à eux qu'on a pensé en premier. Donc ça, c'était assez fort. On avait choisi RoboFramework pour écrire des tests fonctionnels. En fait, on a arrêté, on est passé sur un autre outil qui s'appelle Cucumber. En fait, techniquement, on se dit qu'il n'y a rien qui n'est arrêté, il n'y a rien qui est acquis. On peut tout challenger et on peut s'améliorer vers quelque chose de plus récent, plus moderne. Organisationnellement, l'équipe web, on a fusionné. Donc on avait plein de petites équipes. Là, on a dit à un moment donné, on est focus sur un peu HTML5 et sur une refonte. Du coup, on remet tout le monde dedans et on va le sortir. Donc organisationnellement, rien n'est arrêté aussi. Pardon. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, nos pratiques, elles ont changé entre le début de Jean-Pierre et moi.
et maintenant, pardon, et elles vont continuer à changer. Mais le truc à retenir, c'est que l'élément le plus important qu'on a réussi à garder, en fait, c'est le mindset. Voilà. Merci beaucoup.